Bonjour et bienvenue sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur, et nous sommes dans We Move J. We Move J, l'émission qui parle des jeunes entrepreneurs. Nous sommes donc dans la 150e émission de We Move J et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Fabrice Delépine. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Alors Fabrice est un entrepreneur qui a déjà connu 2 entreprises. Une première entreprise familiale dans le textile avec son père, entreprise qu'il a reprise. Puis il est passé salarié pendant 3 ans dans une agence de publicité spécialisée dans la communication, print. Et bien, au bout de 3 ans, il a décidé de racheter cette entreprise. Donc c'était en 2006 et il dirige cette entreprise jusqu'en 2011, qu'il revend ensuite. Et il accompagne le repreneur pendant 3 ans. Donc, un vrai parcours d'entrepreneur intéressant. On reviendra dessus, Fabrice. Donc, Fabrice, merci de m'accompagner aujourd'hui. Et nous recevons Adrien Léonard, cofondateur de Louis et Adrien. Bonjour, Adrien. Bonsoir. Adrien, Louis et Adrien. Qu'est-ce donc et d'où vient ce nom? En tout cas, c'est pratique comme nom. C'est pas casser la tête. On a pris nos 2 prénoms des cofondateurs. Donc, Louis et Adrien, on va dire qu'on est des dénicheurs de tendances rustiques. Alors, c'est quoi être dénicheur de tendances rustiques? Et surtout, on gagne de l'argent comment, dénicheur des tendances rustiques? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est partir à la recherche de petits producteurs français. Voilà. On sillonne les routes et les campagnes françaises à la recherche de petits producteurs français. Donc, quand on dit petits producteurs, qu'est-ce qu'on veut dire par petits producteurs? C'est un mot un peu vague. Petits producteurs, c'est des producteurs qui sont, on va dire, un peu perdus dans au fin fond de leur campagne, en haut de leur montagne, qui ne vendent que localement, qui n'ont pas de site internet, qui n'ont parfois même pas de numéro de téléphone et qui sont introuvables, en tout cas pour nous, en tout cas aujourd'hui les Parisiens. Et ce sont des petits producteurs de quoi? De tomates, de betteraves rouges? Alors aujourd'hui, c'est des petits terroir. Aujourd'hui, exactement, c'est des petits producteurs du terroir, on va l'appeler comme ça. Hein. C'est des petits producteurs de fromage, de charcuterie, de tartinades, de confiture, de jus de fruits éventuellement. Et Sucré salé? Sucré-salé, exactement. Alors là, aujourd'hui, on est un peu plus sur le salé, parce que je reviendrai après. Mais parce qu'on sur ce qu'on fait de ces petits producteurs une fois qu'on les a dénichés. Voilà, oui, parce qu'on goûte quand même ce qu'ils font. On est plus sur du salé, mais en tout cas, on déniche ces producteurs, on ramène leurs produits à Paris et on les distribue de différentes manières. Et donc justement... Oui, comment les Fabrice, distribuez-vous justement? Parce que... Alors aujourd'hui, il y a 3 modes de distribution. Tout d'abord, on a lancé un site e-commerce. Donc www.louisadrien.com, un site e-commerce qui se présente comme une alternative aux pizzas et aux sushis à Paris. Donc les gens, les Parisiens, pour l'instant Paris intramuros, c'est important de le signaler, de le préciser, commandent en ligne et se font livrer du lundi au samedi, de 17h à 22h, ces petits produits de ces petits producteurs, à l'heure de l'apéritif dînatoire, entre amis ou en amoureux. Vraiment en alternative aux pizzas et aux sushis. Donc ça, pour le prochain match, plutôt qu'une pizza... Alors bon, éventuellement... Au lieu apéritif ou dîner complet? Ah ouais, voilà. Donc on se positionne un peu plus sur l'apéritif, parce qu'on est quand même conscient que du saucisson, du pâté, du fromage, c'est pas vraiment en termes culinaires ce qu'il y a de mieux pour un dîner, mais parfois les quantités font que les gens l'utilisent comme un véritable apéritif dînatoire. Et quand on est devant un match de foot, forcément, à force de picorer, quand le match de foot se termine à 22h, ou le match de rugby, parce que nous, on est quand même un peu plus rugby, et ben on n'a plus faim, puisqu'on a déjà mangé tout le pâté et fromage. Voilà. Et pâté, fromage, saucisson, il faut du pain avec ça. Et il y a bien évidemment du pain. Des petits producteurs de pain. Et on a un petit producteur de pain à Paris, qui se trouve gare de l'Est, un petit boulanger qui fait ça à l'ancienne. Voilà. Donc lui, forcément un peu plus facilement retrouvable, mais en tout cas, on assure un pain frais tous les jours. Donc ça, c'était premier moyen. Internet. Donc, Internet. J'appelle, j'ai une box toute prête. Alors, on dit une boîte, pas une box. Et oui, on est en France, on parle français, on va la jouer un peu chauvin. Éditoriale, et pas print, et une boîte. Exactement. Donc on va schématiser comme ça, des boîtes apéro. Voilà, premier mode d'officiellement, une épicerie en ligne et se faire livrer des boîtes apéritifs du lundi au samedi, 17h à 22h. Premier moyen de distribution. Après, il y a un deuxième moyen, qui est un moyen, on va dire, événementiel, où là, on se présente comme une sorte de food truck. Alors, on n'a pas encore le truck, il est en cours d'élaboration, mais on se déplace sur des événements. Alors, c'est quoi les événements? Ce sont des concerts, ce sont des festivals, ce sont des guinguettes. Ça a beaucoup marché cet été parce qu'il faisait beau. Parfois, il a fait beau à Paris. Ah bon? Ouais, parfois, il faisait beau à Paris. Ils ont pris tout le mois d'août en vacances la première année. Et donc, on se déplace directement sur des événements et on fait, au lieu de livrer, on va directement voir les consommateurs et on essaie d'adapter nos produits, nos menus, notre carte
à ces événements, donc avec des planches de charcuterie, des planches de fromage. Donc à Paris-Plage, par exemple, vous pourriez être à des points de restauration? Éventuellement. Alors, on l'a pas fait Paris-Plage, on a fait d'autres événements sur les quais de Seine. Paris-Plage, on espère bientôt le faire. Partenaire, d'ailleurs, j'imagine, oui, d'ailleurs, s'ils nous écoutent, à l'année prochaine, j'espère. Mais ça pourrait être typiquement ce style d'événement. Là, par exemple, il y a 2 jours, on avait un festival qui s'organisait autour de l'entrepreneuriat à l'école de commerce, le CP Europe. Ouais. Voilà, le festival, enfin, cet événement autour de l'entrepreneuriat, c'est conclu avec une soirée, jeudi soir. Et là, voilà, on était avec d'autres food trucks. On avait un petit stand, on va dire un stand guinguette terroir, où on faisait des sandwichs terroir, plateau de fromage, planche de charcuterie, voilà. Donc ça, c'est le deuxième mode de distribution, l'événementiel. C'est très intéressant parce que là, on va directement en contact des clients, chose qu'on n'a pas du tout avec Internet, voilà. Et enfin, un troisième mode de distribution, un peu plus caché, puisque c'est du B2B, B2B pur et dur. Donc, ce sont les entreprises avec lesquelles on travaille sous forme de prestations traiteurs. Et là, on va dire qu'on est une sorte de traiteur terroir. Voilà, on essaye de... Alors, on n'est pas des fins cuisiniers comme peuvent être des Lenôtres, des Fauchons, mais on essaye d'apporter une approche un peu plus rustique qui pèse dans les entreprises. Et là, on répond plus à des pots de départ. À des pots de départ, anniversaire. Exactement, voilà. Et là, ça s'y prête totalement. Exactement. Mais là, vous ne transformez pas les produits. Alors, on ne transforme jamais les produits parce qu'on n'a pas aujourd'hui les compétences pour, ni les moyens pour, mais on essaye de les adapter. Donc, par exemple, au lieu de ma tranche de jambon, je vais essayer de la placer sur une petite tranche de pain sur laquelle j'aurais mis un caviar de tomate. Donc là, on pense un peu au pan con tomate espagnol. Voilà, on essaye de travailler un peu ce produit sans vraiment le transformer, sans se casser la tête, nous, logistiquement parlant, et ça plaît aux clients en tout cas. Et vous envisagez une boutique physique aussi ? Et ouais, tout à fait. C'est notre projet je ne vais même pas parler de moyen terme, c'est notre projet à court terme d'ouvrir cette boutique. Un petit rêve. Complètement un petit rêve. D'ailleurs, je le dis un peu ironiquement, mais on regrette de ne pas l'avoir fait dès le début. On a voulu choisir l'option Internet parce que plus facile logistiquement, en termes de coûts et de logistique. Et avec le recul, on se dit qu'on aurait dû sûrement le faire dès le début. Mais c'est pas grave. Vous attendiez la baisse de l'immobilier, c'est pour ça. Non, pas spécialement. Elle arrive. Non, mais là, on est complètement sur ce projet-là. Donc, le but est d'ouvrir un lieu physique où les gens vont pouvoir venir à nous directement, comme une épicerie, pas du coup en ligne, mais une épicerie physique, acheter des produits à l'unité et ne plus se faire bloquer par un minimum de commandes, ou même géographiquement, parce qu'aujourd'hui, on ne livre que Paris intramuros, donc des gens de banlieue, s'ils sont un peu courageux et qui veulent venir à nous jusqu'à Paris, ils pourront venir acheter des produits. Et bien évidemment, un lieu où on accueille les gens, un lieu de dégustation sur place. Voilà. Il faut que ça devienne le lieu de nos petits producteurs à Paris. Voilà. D'accord, donc point de rendez-vous des petits producteurs. Alors, c'est intéressant, moi qui suis une grande gourmande et particulièrement de ce genre de produit, tout va bien. Mais par contre, j'ai une question pour vous. Vous êtes combien pour faire tout ça? Parce que il faut livrer. Au moins 2, apparemment. Ouais, au moins 2, les 2 associés, mais il faut livrer, il faut être présent quand il y a des événements. Est-ce que toutes les activités arrivent à coexister? Alors, on est, comme notre nom l'indique, on est bien 2, donc 2 cofondateurs, Louis et moi-même, à temps plein. On a eu la chance d'avoir quelques petits stagiaires cet été qui nous ont beaucoup aidés sur le développement commercial et communication. Concernant la logistique, sur les livraisons, il y a des soirs de rush. Il y a des soirs où on ne peut pas éviter. Il y a beaucoup plus de commandes que d'habitude. Ils sont assez classiques. C'est le jeudi, vendredi, samedi. Et là, on passe par des intérims, des auto-entrepreneurs qui, du coup, nous aident à livrer ces boîtes. Nous, on continue de livrer parce qu'au début, on n'avait pas le choix. Question financière, et également parce qu'on remarque que ça fait énormément plaisir, c'est peut-être bête ce que je suis en train de dire, mais ça fait énormément plaisir, en tout cas à nos clients, de voir que nous, entrepreneurs, nous les cofondateurs, on met la main à la pâte, on va les livrer, on leur présente la boîte, et ça les amuse. Ça les amuse et je pense que ça leur fait plaisir. On essaie vraiment de casser ce cliché du livreur de... J'ai rien contre les livreurs de pizza et sushi, mais vous savez, le mec qui arrive avec son casque sur la tête, qui vous file la pizza, qui prend l'argent et qui s'en va. Voilà. Nous, on essaye de rendre la livraison, comme on est comme sur un produit, je ne vais pas dire premium haut de gamme, mais sur quand même un panier moyen aujourd'hui qui est de 32 €. Donc, donc c'est quand même 3 fois plus cher qu'une pizza. Il faut que le service... soit de même, voilà. Donc du coup des intérimaires et des auto-entrepreneurs pour les livraisons, des petits stagiaires de temps en temps, et surtout un réseau de super copains, voilà. Comme tout bon entrepreneur, des amis qui nous aident sur ces événements. Voilà, quand il faut mettre la main à la pâte et que on est pris un peu de cours, on fait appel un peu au réseau pour nous donner un coup de main.
Et comment vous répartissez les rôles entre vous deux? Alors, si vous êtes que deux, les deux livres, un qui cuisine, l'autre qui livre ou... Alors aujourd'hui, sur les livraisons, il y a une belle logistique qui s'est faite tout simplement d'elle-même. Parce que comme on n'avait aucune visibilité sur quelles allaient être les commandes et les livraisons, elle s'est faite d'elle-même et on se débrouille très bien aujourd'hui. Je ne veux pas dire que c'est très freestyle, entre guillemets, je ne veux pas dire que c'est très rodé, mais ça coule... C'est bien rodé. Sur après les tâches quotidiennes, je ne sais pas toi que je vais l'apprendre, mais quand on est entrepreneur, on doit un peu toucher à tout. Sûr, ouais. Lui a quand même on va dire une expérience en com et en pub. Il a bossé dans la pub. Il a bossé dans une agence qui s'appelle Young & Rubicam. Voilà, en chef. Petite agence. Du coin de la rue. Oui, il était chef de pub. Donc du coup, il a complètement une appétence à tout ce qui est com, visuel. Internet. Exactement, ouais. Voilà. C'est lui qui fait tout le travail de com, Alors, parce que ça exactement. doit être... Alors, c'est lui qui important. s'occupe des réseaux sociaux, c'est lui qui essaye d'avoir des relais médias, c'est lui qui essaye de faire en sorte que on parle de Louis-Adrien, de faire en sorte que des gens entendent parler de Louis-Adrien. Voilà, c'est son but tous les jours. Et surtout, son but, c'est de faire parler nous sans débourser d'argent, bien évidemment. Ça, c'est un autre sujet. Et moi, je me charge, je catégorise un peu, mais je me charge de vendre du Louis-Adrien. Voilà, j'essaye de nouer des partenariats avec des apporteurs d'affaires, de trouver des événements sur lesquels se positionner, de trouver des entreprises qui acceptent de nous faire confiance sur des prestations traiteurs. Voilà, grosso modo, comment on se répartit les tâches. Puis après, tous les deux... Et le sourcing, c'est vous deux ou les gens viennent un peu à vous quand même ou Alors, vous aviez déjà un réseau? Comment? Parce qu'il faut les dénicher. Un peu les trois, en fait. Ouais. Très rapidement, on était conscients de cette source de business B2B. Par contre, il est arrivé plus vite que prévu. Et on en est ravis. Et très bizarrement ou de manière très, très improbable, il est arrivé grâce au B2C. Je m'explique. On a eu des relais médias grâce à ce site e-commerce où les médias parlaient de ce site e-commerce. Très rapidement, les gens donc, l'ont vu dans des supports web, des supports papier. Et en fait, à titre pro, ils se sont demandé mais pourquoi ne pas utiliser ce concept ou ce service dans mon cadre professionnel? Et ils sont venus à nous comme ça. Donc très rapidement, on a dû répondre à des prestations traiteurs ou événementielles au bout de 2 mois d'activité. Donc au début, ils sont venus à nous. Après, quand on s'est dit il faudrait peut-être se bouger les fesses pour développer encore beaucoup plus cet aspect, donc on est passé par le réseau. Et après, là, aujourd'hui, depuis cet été, ces stagiaires, justement, dont je parlais, là, il y a du gros prospection, sourcing. La classique, j'envoie un mail, j'appelle, j'essaie d'avoir un rendez-vous, j'envoie des devis, etc. Voilà. Et d'ailleurs, les tout premiers clients sont arrivés comment? Parce qu'il faut le faire savoir. Enfin, il y a une telle offre, c'est pléthorique ce qu'il y a comme offre. Complètement. On a eu la chance d'avoir des articles dans des médias qu'on avait à peu près sélectionnés. Et les personnes qui l'ont lu étaient complètement notre cible. Voilà, donc on a eu la chance d'avoir des gens justement. Alors c'est quoi ces médias? Alors par exemple le Bonbon, My Little Paris, donc qui touchait, on va dire, j'ai pas envie de, c'est aucune critique, mais le Parisien cliché qu'on targetait. Voilà, des gens qui travaillent dans la com, dans la pub, des bons vivants, des gens qui aiment bien manger, qui aiment bien parfois découvrir un peu la fête. Exactement, ou qui aiment bien souvent se fêter la signature d'un projet. Voilà, on travaille avec des agences de communication événementielle comme par exemple la société Auditoire, qui est une grosse agence de com en France, et qui a la chance de souvent gagner des projets. Et souvent, les chefs de projet, directeurs de projet, pardon, ont l'habitude d'offrir à l'équipe, donc ils sont une dizaine, quinzaine, vingtaine, un pot pour fêter cette signature. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont connus. Ils ont vu un article, ils se sont dit... Ils ont une bonne com, ils ont une bonne tête, ces deux, ça a l'air sympa. Je vais faire appel à eux pour le pot, là, pour fêter la signature du projet. Ils ont préféré ça à une pizza. Alors, je dirais pas qu'ils ont préféré ça à une pizza, ils ont préféré ça plutôt que d'aller au Monoprix d'à côté, et d'acheter des tomates cerises, du jambon, du pain, ceci, cela. Voilà, ils en avaient marre de toujours aller au Monoprix, acheter ceci, cela. Là, il y avait un vrai luxe sur, non seulement je me déplace plus, je me fais livrer, et en plus, je mange pas du... jambon industriel, je mange pas des tomates cerises industrielles, je mange des bons produits made in France, petits producteurs. Alors ils sont pas bio, mais c'est comme si ça l'était. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le label bio, mais c'est comme si ça l'était. Voilà. Donc je pense que c'est grâce surtout à notre positionnement, à notre com, qu'on a réussi à peu près à se différencier des autres acteurs du marché. Et alors, quand tu parles petits producteurs, j'imagine que ce n'est pas des stocks. Enfin, toi, tu dois stocker un petit peu, mais eux n'en ont pas des quantités industrielles, puisque petits producteurs. Comment tu fais pour maintenir une offre constante, une qualité constante? Alors, qualité, je l'ai. L'offre, la dispo, je ne l'ai pas tout le temps. Et justement, tant mieux. Tant mieux, pourquoi? Parce que ça fait partie du concept.
À partir du moment où on bosse avec des petits producteurs, il y a un côté éducation. Les gens se battent pour prendre les produits. Alors, je dirais pas qu'il faut qu'ils se battent, mais il faut qu'ils comprennent que, par exemple, de décembre à janvier, il n'y a plus de fromage de chèvre. Pourquoi il n'y a plus de fromage de chèvre? Parce que les chèvres, elles partent en gestation, elles ne font plus de lait. Donc, si le seul endroit où vous pouvez trouver du chèvre, je reviens au Monoprix d'à côté, mais c'est du chèvre industriel. Voilà. Et donc, il y a complètement un côté éducation. Donc, parfois, les gens arrivent sur le site et il y a des produits qui sont indisponibles. Puisqu'on est en rupture de stock, le temps de repasser une commande auprès de notre producteur qui nous livre, il y a un délai de 1 jour, 2 jours, parfois un peu plus. Et j'ai envie de dire, il y a à la fois un côté éducation et après un petit côté un peu pimenté. Ils se disent, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a pas et du coup, ça les oblige parfois à goûter de nouveaux produits. Voilà, il n'y a plus de rocamadour, plus de chèvre, mince. J'adore ces produits. J'en profitais pour goûter un nouveau fromage, un fromage de brebis. De la grise des montagnes, c'est excellent. Et relais de croissance, idée comme ça, là, pourquoi vous concentrez-vous uniquement sur le soir? Par exemple, les petites dames qui déjeunent au bureau, qui ont envie d'un bon... Alors, tu crois qu'elle mange du fromage et du saucisson? Non, on va dire l'ouvrier qui fait sa pause et qui a envie d'une pause casse-croûte agréable. Alors, tu l'as dit, c'est vrai que nos produits correspondent plus au soir, à l'apéritif, à l'apéritif, comme j'ai dit au début. Donc, forcément, on se dit que le soir, il y aurait beaucoup plus de demandes. Donc, il y avait clairement une question logistique. Non, mais c'est dans l'idée B2B aussi. C'est-à-dire l'entreprise. Voilà, j'allais y venir. Donc, sur le B2C, on ne voulait pas se casser la tête logistiquement, mettre toutes les chances de notre côté et faire les choses bien. On se focalise sur le soir parce qu'on pense naïvement que le midi, il n'y aura pas une forte demande. Par contre, sur le B2B, il y a des demandes du midi parce que je suis une entreprise, il y a un lancement presse, un lancement... Voilà, et je veux un petit buffet pour grignoter. Et donc là on fait des prestations, on fait des livraisons, des prestations, mais que sur le B2B pour le moment. On n'a pas voulu encore communiquer sur le B2C pour pas se limiter à rester au local entre midi et 14h, parfois gérer une livraison et d'avoir été bloqué sur un créneau de 2 heures. Voilà. Donc là, il y a clairement un côté logistique pour le midi. Alors je vais m'adresser quelques instants à Fabrice. Quand on entend l'idée de Louis-Adrien, finalement, on se dit c'est pas si compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi, tu as été d'abord entrepreneur, puis salarié, tu as repris une entreprise. Quel est ton retour? Moi, j'adore ce genre d'histoire parce que je trouve que là, on a Adrien ce soir, mais on imagine que Louis, il est de la même veine, c'est-à-dire qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils adorent leurs produits, leurs boîtes, leurs copains qui les aident, les clients qui les suivent. Donc, c'est génial. Je pense que ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont l'air d'avoir bien réfléchi et bien canalisé sur les choses qu'ils voulaient faire. Je pense qu'il ne faut pas partir sur tout à la fois. Peut-être que le midi, effectivement, il ne faut pas le faire tant qu'on n'a pas bien géré le soir. Et il faut gérer les différentes sources de clientèle et autres. Mais là, on a l'exemple même de la joie d'entreprendre. C'est-à-dire qu'en fait... peu importe qu'on soit salarié ou chef d'entreprise et autres, c'est qu'on a une idée, une passion et on s'y donne à 100%, donc c'est super. C'est super. Donc si on revient justement sur cette idée, cette passion, vous êtes deux à avoir créé. Comment vous vous êtes rencontrés? On va laisser tomber un petit peu Louis-Adrien, ses fromages et ses charcuteries. On en a l'eau à la bouche, mais il faut continuer. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous êtes passés à l'action? Mais c'est une bonne question parce que comme on communique vachement sur nous, sur Louis-Adrien, donc on n'est pas prétentieux, mais il y a un côté storytelling qu'on ne cache pas. Nous, Michel et Augustin, ça vous dit quelque chose? Alors, c'est complètement nos mentors. C'est complètement nos mentors. D'ailleurs, s'ils nous entendent, je les félicite. C'est complètement nos mentors. Je ne veux pas dire qu'on les a copiés, mais inconsciemment, je pense qu'on a un peu calqué une certaine communication, parce qu'ils l'ont bien réussi, et il n'y a pas de raison que... Vous leur laissez le sucré, vous prenez le salé... Et puis bientôt, vous ferez des coffrets communs. Mais alors, comment vous vous êtes rencontrés, Louis et Adrien? Je ne vais pas mentir, on ne s'est pas rencontrés sur les bancs de l'école, parce que je ne vais pas dire qu'on n'allait pas en cours, mais on s'est rencontrés sur un terrain de rugby. On est arrivé en école de commerce, il y avait une asso de rugby, et on s'est rencontrés tout simplement au premier entraînement. Voilà. Vous étiez dans la même école? On était dans la même école de commerce. D'accord. Louis de Toulouse, moi je suis de Paris. On a fait différentes formations avant et on est arrivé dans une école de commerce qui s'appelle Schema Business School, donc fusion entre le CERAM Sophia Antipolis et le SC Lille. Et on s'est rencontrés au premier entraînement de rugby. Voilà, j'entendais Louis avec son accent toulousain à demander le ballon. Je me suis dit, lui, il a une bonne tête, il a l'air sympa. On a commencé à discuter. On s'est retrouvés en classe en 2e année. Dès la première année, on s'est mis en colocation. Voilà. Ouais. Et très rapidement... on est tout de suite parti sur, j'appelais ça un délire de copains d'école de commerce, de monter une société. Parce que nous, pareil, chacun de notre côté, on est arrivé en école de commerce en disant « j'ai fait une école de commerce parce que je veux monter ma société ». Louis avait cette idée, j'avais la mienne également.
Et naïvement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas lancer notre entreprise quand on sort à l'école, le gros cliché très connu. Et en fait, on réalise que très souvent, c'est pas parce qu'on est copains qu'on peut monter une boîte ensemble. Voilà, il y a des copains avec qui on s'entend pas, il y a des choses qui vont pas, et ça, on le remarque quand on fait des projets, présentation PowerPoint en cours. On se prend la tête dans le colloque sur qui fait ce slide, qui fait. Et avec lui, il n'y avait pas du tout de prise de tête. On a tout de suite remarqué la complémentarité qu'on avait dans la répartition des tâches sur la présentation. Colloque, dossier ensemble. Ah ouais, mais ouais, ça fait. On était un peu, ouais, c'était complètement fusionné, une sorte de petit couple, voilà. Et on a vu qu'on était tout à fait complémentaires, et on a voulu pousser cette complémentarité jusqu'au bout. Et on s'est donné moyen, puisqu'on a fait après un master entrepreneuriat. Dernière année, master entrepreneuriat. Donc le but de ce master était très simple. Soit vous avez une idée de business sur lequel vous allez bosser pendant 1 an, donc tous les cours que vous allez faire, finance, marketing, comptabilité, stratégie, le support, c'est votre idée. Ou soit vous n'en avez pas et vous joignez à un autre projet. Donc nous, c'était très simple, on avait une idée tous les deux. Vous aviez déjà l'idée? Ouais. Et elle est venue comment, là, cette idée? Elle est venue à force de manger des pâtes, tous les soirs. On était en année de césure. Ça, c'est un problème de moyens, c'est pas un problème de goût. C'est le terrain de rugby. Non, on était en année de césure. Donc l'année de césure, c'est entre la 2e et la 3e année. Ouais. On a tous les deux fait un stage d'1 an à Paris. Donc lui, justement, en agence de pub. Moi, j'étais parti dans une petite start-up. Et on mangeait tout. On arrivait très tard le soir parce qu'on bossait énormément. Hein. Et on n'arrêtait pas de manger des pâtes. Toujours en coloc à Paris? Toujours en coloc à Paris. Voilà, on change toujours pas. À 2. Non, on était à 4. Toujours à 4. Mais les 2 autres, on ne s'entendait pas en termes de business avec eux. Voilà. J'espère qu'ils ne m'en veulent pas. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. On était toujours ensemble. Et on en avait marre de manger toujours des pâtes ou de se faire tout le temps livrer la même chose. Et on s'est dit qu'il y avait sûrement une alternative à proposer aux Parisiens sur ce service de livraison de nourriture à domicile. Et à côté de ça, on avait un amour fou pour le fromage et le siffleur. Pour les bonnes choses. Pour les bonnes choses et surtout pour les petits producteurs, parce que Louis était de Toulouse, moi j'ai un pied-à-terre dans le sud-est de la France, et on avait pour habitude, dans notre enfance, vous savez, les grands-mères ou les oncles ou les cousins qui vont ramener le pâté de Paco. Parce que le pâté de Paco, ça, vous n'en trouvez pas à Paris. Il n'y a que dans le Tarn qu'on le fait. Donc du coup, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Il y a à la fois une proposition, une alternative à proposer au service de livraison à domicile de nourriture, et à la fois cet amour du petit producteur. C'est comme ça que l'INES est venue. On a fait le master, on a travaillé dessus. Et à la fin, on s'est dit, banco, on y va. Et alors, vous êtes donné, je sais pas, vous êtes donné un temps pour réussir? Vous avez des rêves à 3 ans, 5 ans, 10 ans? Ou au quotidien, comment ça se passe? C'est toujours un peu compliqué. Vous avez fait 5 ans d'études aussi, donc c'est réfléchi. C'est un peu réfléchi. C'est toujours un peu compliqué de dire combien de temps on se donne, parce qu'on se dit toujours on se donne 3 ans, donc c'est-à-dire que le 24 novembre 2000... Non, mais grosso modo, on s'est donné 3 ans. Voilà. On s'est donné 3 ans parce qu'on estime qu'il fallait 1 an. Donc là, on y est pour voir si le projet était viable. Pour amorcer, oui. Voilà. Et après, on s'est donné les 2 prochaines années, donc 2015 et 2016, pour le développer. Voilà. Le but étant de faire le but, c'était déjà faire un premier point à la fin de la première année d'activité. Voilà. On en est presque là aujourd'hui. Il est plutôt satisfaisant. Plutôt satisfaisant. Voilà. J'ai un chiffre d'affaires. Il y a un chiffre d'affaires qui avoisine les 70 000 euros. Ouais. Voilà. C'est bien. Ce qui est plutôt correct. Ouais. Par contre, il s'agirait quand même un jour de se payer. De se payer. Voilà, C'était un peu ma question suivante. Est-ce que vos parents ont l'amour aussi des petits producteurs et de leur en tant que créateurs d'entreprise? Aujourd'hui, ils commencent à trouver ça un peu longué. Aujourd'hui, nos parents, ils sont contents de manger du pâté et du fromage, gratuitement. Ils ont pâté gratuit. Mais ils ont pâté gratuit ou quand même ils payent? Non, ils ont pâté gratuit parce que c'est quand même nos premiers investisseurs financiers, banquiers et par la force des choses aussi mentors. Ouais. Voilà. Mais eux, comme nous, ont hâte qu'on puisse bénéficier de ce pâté, de ce fromage pour se verser un salaire. Et ils vous soutiennent dans la démarche? Complètement. Aujourd'hui, on nous a souvent posé la question. C'est souvent, alors, pas des amis, mais des petits jeunes qui ont fait des interventions dans les lycées ou les collèges. Est-ce que vous auriez lancé votre entreprise s'il n'y avait pas vos parents qui vous aidaient? Ça, c'est une question qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à répondre avec Louis. Parce qu'on on a cette fibre d'entreprendre, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des parents qui nous soutiennent financièrement, qui nous donnent ce petit argent de poche, qui nous permet de payer un petit loyer et qui nous permet de... Vous êtes toujours en coloc ou Ouais, on est toujours en coloc, ouais. Et on mange toujours des pâtes, du coup. Toujours pas de pâté, il est trop cher. Non, alors, parfois on tape bien sûr dans le pâté, mais heureusement qu'ils sont là. Ouais, heureusement qu'ils sont là, mais j'en suis sûr, ils sont pas bêtes, ils ont fait un investissement. Parce qu'ils savent qu'un jour, ils toucheront
montagnes. Ouais, ils ont investi, voilà. Et vous êtes encore actionnaire, on est aujourd'hui 50-50, mais vous n'avez pas fait rentrer de fonds, d'investisseurs ou autre? Pas encore. Aujourd'hui, on est une SAS, un capital social, chacun 50%. Voilà. Louis étant le président, moi étant le directeur général, puisque pour une SAS, il faut un président. Ça change chaque année. Non, ça ne change pas chaque année, mais aujourd'hui, on ne s'est pas du tout encore positionné sur une levée de fonds. D'accord. Ça ne fait pas partie. Non, mais ce qui est bien, parce que ça prouve aussi qu'on peut monter une entreprise avec pas grand-chose. Bon, il faut un soutien logistique des parents pour vivre, mais je ne pense pas que vous ayez mis un capital énorme dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a eu... peut-être que quand je vais donner la somme, certains vont un peu tilter, mais... certains sauront que ce n'est pas énorme. On est tous les deux arrivés avec un total de 15 000 € chacun de Love Money. Oui, donc du coup, on est arrivé avec un budget de 30 000 € qui nous a permis de créer le site internet, d'acheter les premiers produits. Donc Love Money, c'est les amis, les parents. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est le Love Money? Ça parle de soi. L'argent de poche. L'argent d'amour, si je traduis ça littéralement. Donc c'est je veux voir papa, je veux voir maman, je veux voir tonton, je veux voir tata, je veux voir les parrains, les marraines, parfois même les amis. Et je leur dis, je lance ma boîte, j'ai besoin de vous. Chacun met un peu à sa hauteur et on arrive avec un capital, un premier capital. Alors après, chacun fait ses affaires. C'est important parce qu'après, pour aller négocier un emprunt auprès du banquier, dire j'ai 30 000, c'est mes amis qui ont confiance en moi, c'est mes parents qui ont confiance en moi, c'est vraiment un atout fort. Je ne suis pas sûr que le banquier y prête dès le premier jour, mais... non, mais quand il voit qu'il y a déjà 30 000... ces banquiers, au début, ça a été très, très difficile. À notre plus grande surprise, donc on connaissait la conjoncture, donc on savait que ce n'était pas facile. Par contre, on ne s'attendait vraiment pas à ça. On ne savait pas du tout que c'était aussi difficile de lever de l'argent. Donc, je pensais encore à cette question de si tes parents n'étaient pas là pour t'aider, comment tu aurais fait? C'est-à-dire pour vivre au quotidien, mais surtout, si tes parents n'étaient pas là justement pour t'apporter un peu d'argent, pour aller voir le banquier, comment tu aurais trouvé le reste? Parce qu'il n'y avait pas que ces 30 000 €, il y avait aussi une autre somme qui a été prêtée à la banque qui était de la même somme, donc 30 000 € également, sans une caution, sans un apport personnel. Ces 30 000 € à la banque, on ne les aurait pas eus. Si vous n'aviez pas pu mettre les premiers 30 000. Non, exactement. Voilà. Donc, du coup, c'est important de... Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas lancer sa boîte sans un réseau, sans une aide, mais ça aide. Voilà. Mais de ne pas avoir peur d'aller demander à son entourage en leur disant est-ce que vous me faites confiance et soutenez-moi un peu. C'est un... Non, mais je pense que tout le monde s'accordera pour dire que 30 000, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et pas beaucoup. Mais, tout à fait. Et après, c'est quand même pas facile aussi quand on a 25 ans, que ça fait 5 ans qu'on bosse, qu'on a fait une prépa, qu'on a fait une école de commerce, que tout ce qu'on attend, c'est d'être diplômé pour rentrer dans la vie active, pour avoir un salaire, pour aller au resto et payer son resto, pour se payer des vacances, pour parfois même offrir des cadeaux à ses parents. Et quand on a encore 25 ans et qu'on vit, je ne vais pas dire au crochet, ce n'est pas le terme, mais parfois, ce n'est pas facile. Ça fait partie un peu des aléas de la vie d'un entrepreneur, mais aujourd'hui, on a la chance d'être bien accompagné, à la fois par le Move, mais à la fois aussi par nos parents. Donc c'était beaucoup, 30 000, comme c'était pas... Mais bon, il fallait quand même je ne vais pas dire oser, mais c'est pas tout le temps facile à demander. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Pour conclure, moi, j'aimerais te demander, puisque tu dis que c'était pas si facile, il y a ça, il y a ça. Quel serait ton rêve à 2 ans, 3 ans, 5 ans pour Louis et Adrien? Comment je vois Louis et Adrien dans 2 ans? Je vois une internalisation du concept. Donc, je vois un lieu physique à Paris, d'où... l'épicerie fine physique s'organiserait, des gens viendraient à nous pour déguster, le départ des livraisons, des prestations traiteurs, des prestations événementielles. Et une fois avec ce lieu physique, pouvoir coordonner une internationalisation. Aller, pourquoi pas partir au Benelux, ou en Allemagne, ou à Londres, parce qu'il y a une belle clientèle, à la fois étrangère mais aussi française. Et avec ce concept de boutique, c'est plus facile pourquoi pas le franchiser. Voilà, donc dans 3 ans, je vois bien Louis et Adrien à Paris et pourquoi pas à Londres. Voilà. Très bien. Donc, tu viens de rentrer dans le programme de mentorat. C'est fini, Fabrice. Une dernière toute petite question. Bravo, en tout cas. Non, c'était bravo. Tu viens de rentrer dans le programme de mentorat. On espère que ton mentor t'aidera à prendre ton envol comme tu le souhaites. Donc, c'était la 150e édition de WeMoveJ. Donc, nous étions avec Adrien Léonard, cofondateur de Louis et Adrien, et avec Fabrice Delépine. Fabrice, que je retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission de WeMoveJ de ce mois de novembre. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte.